Théo attendait devant les portes de Heckenhaus. Il regardait attentivement et il restait de marbre. Il restait de marbre et regardait attentivement les portes, jusqu'à ce qu'apparaisse derrière lui une bête mi-humaine, mi-loup-garou, qui lui ouvrit les portes en les déchiquetant, en les arrachant. Cette bête mi-humaine, mi-loup-garou, arracha les portes d'une seule main. Les deux portes furent alors élancées dans la forêt. Théo ne se retourna qu'une seule fois pour voir les portes s'élancer contre un arbre et atterrir dans la forêt sur le sol. Cette bestiole était sous son influence. Il rentra à l'intérieur avec la bestiole. Avec la bestiole qui était sous son influence, cette créature mi-loup-garou, mi-humain. Il rentra à l'intérieur, et une fois à l'intérieur, il se retourna vers cette chose. Il se retourna vers cette chose et lui fit un signe de la tête. Il lui tendit la main, et cette chose se mit alors juste à côté de lui, en dessous de sa main, mais juste à côté de lui. Cette chose marcha avec lui à l'intérieur de Heckenhaus. Il rejoigna alors une fenêtre en particulier de l'extérieur, une chambre en particulier à l'intérieur. À l'intérieur, il rejoigna une chambre en particulier. De l'extérieur, Lydia, ce soir-là, marchait à l'extérieur, juste en dessous de la fenêtre de la chambre dans laquelle il était. Juste en dessous de la fenêtre dans la chambre dans laquelle Théo était, ce soir-là, Lydia était en train de marcher. Lydia était en train de marcher ce soir-là, et elle entendit par la fenêtre ouverte et par la fenêtre allumée de Heckenhaus, juste à côté. Elle entendit alors la voix de Théo parler avec quelqu'un, lui dire qu'il devait faire des choses pour lui, et que s'il ne les faisait pas, il y aurait un prix à payer. Lydia resta là attentivement, pendant un instant. Ensuite, Théo récompensa la personne pour avoir agi. Théo récompensa la personne pour avoir agi, et il arriva dans une autre chambre. Lydia se mit alors à bouger tout autour de Heckenhaus. Elle se mit à bouger et à marcher tout autour de Heckenhaus. Elle essayait de suivre les pas de Théo qu'elle entendait. Elle essayait de suivre ses pas. Elle essayait de suivre son trajet. Et Théo s'était arrêté dans une chambre qu'il y avait au 2e étage, et elle regardait la porte. Elle regardait la porte de Heckenhaus qu'il y avait dans la forêt. Elle s'était retournée quand elle avait entendu des voix à l'intérieur de la fenêtre. À l'intérieur de la chambre, derrière la fenêtre, elle avait entendu des voix. Théo parlait avec une ombre, avec une personne, mais on ne voyait pas la personne. On ne voyait seulement que son ombre noire à l'intérieur, éclairée par la lumière. Théo parlait avec cette personne qui pouvait être un homme ou alors une femme. Lydia ne savait pas encore. Et elle eut un pressentiment. Elle eut le pressentiment que cette personne allait mourir. Elle eut le pressentiment que cette personne allait être retrouvée plus tard dans les bois. Elle se mit alors à écouter attentivement contre le mur. Elle se mit à écouter les conversations entre Théo et entre cette femme ou entre cet homme. On ne savait pas avec qui il parlait. On ne savait pas avec qui il parlait, si c'était une femme ou un homme. Mais elle eut le pressentiment que cette personne avec qui Théo parlait allait mourir ce soir et allait être retrouvée ensuite peut-être par Scott et Styles. Elle ne savait absolument pas ce qui se passait. Quand elle s'est retournée et qu'elle a été marcher dans la forêt. Quand elle a été marcher dans la forêt et qu'elle s'est retournée, c'est comme si elle était guidée par une voix, comme si elle était guidée par une présence ou par quelqu'un, comme si quelque chose la guidait quelque part. Elle marchait de plus en plus loin, et elle s'enfonçait dans la forêt. Elle s'était retournée une seule fois et avait vu que les portes qui avaient été arrachées de Heckenhaus. Les portes de l'entrée de Heckenhaus qui avaient été arrachées étaient sur le côté, posées par terre contre un arbre, et elles avaient été arrachées. On voyait que la serrure avait été fendue. Il y avait une trace de griffe tout le long des 2 portes. Tout le long des 2 portes, il y avait une trace de griffe. Il y avait une trace de griffure. Sur le côté, il y avait une autre petite trace de griffe, comme si c'était un pouce, comme si c'était une main humaine. Elle s'était approchée et avait posé sa main sur cette marque de griffe. Il y avait 4 griffes sur le côté et une grande sur le côté qui ressemblait un peu à un pouce. Elle a regardé et elle y a posé sa main. Quand elle a fermé les yeux, elle a revu la scène entièrement, avec Théo qui regardait cette bête féroce arracher la porte et la jeter par terre. Elle ferma les yeux et alors tout autour d'elle, un instant, pour que tout devienne noir.
Tout autour d'elle, il ne fallut qu'un instant pour que tout devienne noir. À cet instant-là, elle posa sa main sur la griffe et sur la marque de griffure au niveau du pouce de la main. Elle posa sa main dessus, ferma les yeux, un instant pour que tout autour d'elle devint noir. Quand tout autour d'elle, tout devint noir, à cet instant-là, elle regardait derrière, et elle vit Théo une nouvelle fois devant la porte. Elle vit Théo en vision devant la porte. En vision, elle vit Théo devant la porte avec cette bête féroce qui agissait sous son contrôle et sous la menace de Théo. Sous la menace de Théo, peut-être qu'il se sentait menacé, mais il agissait sous son contrôle. Sous son contrôle, sous ce qu'il disait et sous ce qu'il faisait, sous ses gestes, et il parlait à cette chose, il parlait à cette bête féroce, mi-loup-garou, mi-humaine. Elle était partie dans la forêt, et était revenue avec quelque chose, une boîte noire. Elle était revenue avec une boîte noire avec quelque chose à l'intérieur. Théo l'avait ouverte, et était rentré dans Eckenhaus, après que cette chose qui agissait sous son contrôle ait arraché les portes, les ait enlevées d'un coup sec, et d'un coup franc, comme s'il frappait d'un fouet. Il les avait enlevées et les avait emmenés dans la forêt. Il les avait enlevées d'un coup franc et d'un coup sec, d'un coup brut et d'un coup brutal et sauvage. Cette bête féroce qui agissait sous le contrôle de Théo avait arraché les portes et les avait emmenés dans la forêt. Elle les avait lancés à l'intérieur et elle s'était retrouvée contre le tronc d'un arbre, par terre avec des marques de griffures. Elle marchait dans les rues de Beacon Hills, alors que derrière elle il n'y avait qu'un seul lampadaire allumé et qu'une seule maison qui était éteinte. À l'intérieur il n'y avait rien. Personne. Elle s'est avancée vers cette maison sur laquelle il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de voiture à l'entrée. Le garage était fermé et les lumières étaient éteintes à l'intérieur. Il n'y avait personne à part elle sur la propriété qui s'avançait un peu plus. Elle marchait un peu plus et elle a regardé à l'intérieur. Il n'y avait qu'une table ronde avec 4 chaises qui étaient rangées en dessous et qui étaient positionnées juste par terre sur le sol. Il y avait 4 chaises positionnées en dessous. Une était par terre contre le sol et les 4 étaient en dessous, juste en dessous de la table. Sur la table, il y avait un chandelier avec une seule bougie, mais la bougie venait d'être éteinte, comme si quelqu'un était passé. Comme si quelqu'un était passé, la bougie vient juste d'être éteinte. On voit encore que la tige est brûlée. On voit encore que la tige est noire, elle est brûlée. On voit encore qu'il y a des cendres tout autour qui tombent derrière la bougie et devant. On voit encore que la braise est encore ardente et brûlante. On voit encore que la flamme était encore là il n'y a à peine que quelques minutes. On voit encore que les braises ardentes et brûlantes sur le bout de la tige en tissu étaient en train de brûler. Elle regarde alors attentivement à la fenêtre, et elle ne voit personne. Elle se tourne un peu plus vers la droite et regarde un couloir vide. Dans le couloir vide, quelque chose lui paraît bizarre. Elle a l'impression d'entendre et de voir quelqu'un. Elle a l'impression que quelqu'un l'observe de l'intérieur de la maison, alors que la maison est vide. Elle regarde une dernière fois la bougie qui venait d'être allumée et qui venait d'être ensuite éteinte. Elle venait d'être éteinte et cette bougie qui avait été éteinte, d'où il y avait un petit filet d'air. Il y avait un petit filet d'air qui faisait bouger la fumée noire de la bougie qui venait de s'éteindre. Elle regarde alors dans le couloir et elle aperçoit une silhouette, une femme, pleurer contre le mur. La tête contre le mur et les mains contre son corps. Elle pleure, elle s'aperçoit alors qu'il y a une femme à l'intérieur. Peut-être que c'était elle qui avait éteint la bougie. Elle rentre à l'intérieur et Lydia fait un pas à l'intérieur. Elle comprend alors qu'il y a quelqu'un. Elle ressent la présence d'une femme, une personne, mais elle ne la connaît pas. Elle rentre à l'intérieur et elle ne connaît pas cette femme, mais elle ressent sa présence. Elle ressent qu'elle est là. Elle ressent qu'il y a de la vie dans la maison. Elle ressent que quelqu'un est vivant. Elle s'avance un peu plus vers le couloir qu'elle regardait à l'extérieur. Elle s'avance vers ce couloir et marche très lentement. Elle a l'air suspicieuse. Elle a l'air anxieuse et terrifiée à la fois. À la fois, elle a l'air terrifiée, à la fois, elle a l'air anxieuse et suspicieuse. Elle s'avance un peu plus vers le couloir et remarque alors une ombre, une silhouette d'une femme qui regarde un cadre. Elle regarde alors attentivement cette femme, et cette femme regarde elle-même le cadre qu'il y a au mur. Elle regarde attentivement le mur et se décroche alors un instant. La jeune femme se décroche du mur et Lydia s'avance un peu plus. Elle regarde et accroche son regard contre le mur.
Quand Lydia s'avance et qu'elle accroche son regard au mur, elle voit que la femme a enlevé le cadre. En dessous du cadre, il y a un mot. Aidez-moi. Il y a un mot, aidez-moi, en dessous du cadre. La jeune femme l'a décroché et l'a enlevé. Lydia s'est raccrochée au mur et regarde alors ce qu'il y a contre le mur. Elle avance les mains contre le mur et les paumes des mains contre le mur. Elle avance le long du couloir. Le long du couloir, elle avance. Elle avance lentement. Elle met un pas devant l'autre et fait attention minutieusement à comment elle marche et où elle marche. Elle fait attention à où elle marche et comment elle marche. Minutieusement, elle met ses pas les uns devant l'autre. Elle marche, et l'un devant l'autre, elle met un pied et puis l'autre. Elle s'avance un peu plus et garde ses mains et les paumes de ses mains appuyées contre le mur. Juste quand elle est devant le mur, qu'elle est devant le cadre, quand elle est devant le cadre, elle s'arrête. Elle n'entend plus rien. Elle n'entend plus rien, elle n'a plus l'impression d'entendre la femme, comme si elle avait disparu. Elle se met alors droite et s'arrête. Elle se met droite et s'arrête devant le mur. Elle n'entend plus rien, mais elle a l'impression que le mur devant elle est creux. Quand elle a l'impression que le mur devant elle est creux, elle s'arrête, et Lydia entend quelqu'un frapper, toquer avec sa main contre le mur. Elle entend quelqu'un toquer avec sa main contre le mur. Après, elle entend quelqu'un laisser sa main glisser. Elle entend quelqu'un contre une vitre à l'extérieur. Contre une vitre à l'extérieur, une vitre du salon, elle entend une personne qui laisse glisser sa main et qui pleure en même temps. Elle va dans le salon et elle aperçoit seulement la marque du nombre d'une main contre le mur. Contre le mur, elle aperçoit derrière elle des mains qui sont en train de glisser. Elle aperçoit l'ombre de plusieurs mains qui sont en train de glisser contre les murs. Elle aperçoit une main contre le mur appuyée, une femme qui se retourne avec des yeux blancs. Cette femme se retourne avec des yeux blancs comme si elle était aveugle. Elle la regarde et elle commence à pleurer. Ses mains sont appuyées contre la vitre et partout autour d'elle, contre les murs, il y a plusieurs mains qui sont en train de glisser, laissant l'empreinte d'une main qui a posé la paume contre le mur et laissant l'empreinte d'une main qui glisse jusqu'en bas. Elle regarde autour d'elle, elle a peur, elle sort de la maison et le lampadaire juste en face de la maison, là où elle marchait sur la rue. Là où elle marchait sur la rue, le lampadaire s'éteint. La maison s'allume et elle voit une femme à l'intérieur, avec des yeux blancs. Elle se réveille en sursaut dans son lit, ce n'était qu'une vision. À ce moment-là, elle ouvre la porte de sa chambre, après avoir entendu toquer. Elle ouvre la porte de sa chambre. Elle ne voit qu'un magnétophone. Elle ouvre la porte de sa chambre. Elle prend lentement la poignée de la porte. Elle prend lentement la poignée de la porte et ouvre la porte de sa chambre. Elle voit un magnétophone. Elle voit alors une cassette et un VHS. Derrière, dans le couloir, derrière la porte qu'elle a ouverte, la porte de sa chambre, il y a le magnétophone avec un grand écran plat. Il y a un grand écran plat, une télé éteinte. La télé s'allume alors soudainement, et elle voit que sur la télé, il y a les vidéosurveillance d'un magasin. Il y a les vidéosurveillance d'un magasin sur ce grand écran plat, avec un écran VHS à côté. À côté, il y a un petit écran VHS, avec en dessous une VHS qui tourne. Elle regarde la VHS tourner et se concentre sur le bruit. Elle ferme les yeux, et puis quand elle les réouvre, sur le petit écran VHS et sur le grand écran plat, ainsi que sur l'ordinateur sur son bureau. Sur l'ordinateur sur son bureau, sur le grand écran plat et sur l'écran VHS, elle aperçoit les caméras de sécurité d'un magasin, avec cette bête féroce, mi-humain, mi-loup-garou, qui est en train de courir après quelqu'un. Cette personne se réfugie en dessous d'une voiture et regarde alors à gauche et à droite. Elle se rapproche un peu plus et la bestiole mi-humain, mi-loup-garou s'approche alors très légèrement, mais très légèrement, de l'écran. Elle s'approche un peu plus de l'écran et sent la présence de cette chose, mi-humain, mi-loup-garou. Elle s'avance vers l'écran, se met par terre, croise les jambes. Elle croise les jambes et se met par terre. Elle replie ses jambes contre elle et garde ses jambes repliées contre elle. Assise par terre, elle regarde les deux écrans et son PC sur son bureau. Elle pose son PC éteint sur son bureau, ouvre le PC et quand il est allumé, elle voit l'écran avec les mêmes caméras de surveillance et la même caméra de surveillance qui est en train de filmer cette bestiole mi-humain, mi-loup-garou. Elle ferme son PC alors tout de suite de peur, elle ferme son PC.
Son PC s'éteint. Elle le dépose sur son lit. Le lit qui est sur le côté, près de la fenêtre. Le lit qui est sur le côté, près de la fenêtre, elle aperçoit Théo la regarder. Elle va à la fenêtre et elle aperçoit Théo qui la regarde. Théo ne dit absolument rien. Il reste silencieux et muet. Il reste silencieux et muet. Et à cet instant-là, Lydia se dirige vers Théo, lui ouvre la porte. Théo rentre à l'intérieur. Lydia ouvre son PC et prend une lettre qui était restée à l'intérieur, avec écrit « Aidez-moi, s'il vous plaît. Théo me fait du mal. » Théo s'approche un peu plus de Lydia. Lydia se recule et tient en main la lettre. Soudainement, elle est tellement stressée, elle a tellement peur, elle est tellement anxieuse et tellement stressée qu'elle se recule et chiffonne le papier. Théo entend donc le bruit. Quand Théo entend donc le bruit, il s'avance vers Lydia d'un air menaçant, mais calme. D'un air calme mais menaçant, il s'avance vers Lydia. Lydia serre un peu plus la lettre qu'elle a en main, et Théo entend toujours le bruit du papier qui est serré entre les mains de Lydia. Il s'avance un peu plus vers elle, et Lydia se recule. Une fois contre le mur, elle s'assied sur son lit sur le côté, lui demande ce qu'il veut. Il lève les bras au ciel, comme s'il n'avait pas de choses à demander. Comme s'il n'avait pas de choses à demander, il lève les mains vers le ciel, très lentement. Très lentement, comme s'il se faisait arrêter par la police. Comme s'il se faisait arrêter par la police, il lève les mains vers le ciel très lentement, et il regarde Lydia. Il dit « Je n'ai rien à demander, je viens juste te parler. » Elle se lève et elle lui dit « Me parler maintenant pendant la nuit à 1h du matin. » Théo regarde et se tourne vers la fenêtre. À l'extérieur, il fait noir, et il lui dit « Oui, maintenant, à 1h du matin. Ça ne peut pas attendre. » Lydia lui demande alors « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» en s'asseyant sur le lit. Théo s'assied à côté d'elle. Lydia est apeurée mais ne le montre pas. Lydia ne le montre pas mais elle est apeurée. À ce moment-là, Théo lui demande si elle a vu une bestiole féroce, ressemblant à un humain et à un loup-garou. Elle ne veut pas répondre et dit que non. Théo voit bien qu'elle ment, mais il ne dit rien. Il ne dit rien et reste silencieuse. Elle reste silencieuse et Théo ne dit rien. Il reste silencieux lui aussi, tout comme Lydia restait silencieuse. Elle ne dit rien pour ne pas montrer qu'elle a peur et pour ne pas dire qu'elle a vu quelque chose de similaire. Pour ne pas montrer qu'elle a vu quelque chose de similaire, quelque chose qui ressemblait à un humain et à un loup-garou. Elle ne dit rien, elle reste silencieuse. Théo se lève et se dirige vers la porte, referme la fenêtre de sa chambre et s'en va. Lydia ne dit plus rien, referme la porte derrière elle, prend le VHS, prend la cassette VHS, la pose sur son lit et commence à prendre le VHS. Elle referme la porte, prend le VHS qu'elle a déposé sur son lit, enlève alors la VHS qu'il y avait à l'intérieur. Elle enlève la cassette VHS qu'il y avait à l'intérieur. Celle-ci qu'elle pose sur son bureau commence à tourner toute seule, comme si elle était toujours à l'intérieur du magnétoscope. Elle la prend et elle la regarde, et elle entend une voix qui dit « Aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, il me fait du mal. » Elle suppose encore une fois que « il » ce devait être Théo. Elle regarde Théo s'en aller dans l'ombre, dans les ténèbres et dans l'obscurité. Elle regarde Théo s'en aller dans l'ombre, les ténèbres et l'obscurité. Referme les rideaux derrière elle juste quand Théo se tourne. Elle ne sait pas quoi penser. Elle va se coucher et remet la couverture sur ses épaules. Théo marche dans le couloir, mais tout le monde le regarde comme s'il avait mal. Tout le monde le regarde comme s'il avait mal, sauf Lydia. Lydia reste suspicieuse. Elle reste contre son casier. Elle ne l'observe que de loin. De l'autre côté, il y a Styles, à côté de Scott, qui le regarde aussi avec un air suspicieux. Il a l'air plutôt suspect, et il marche dans les couloirs, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'était jamais venu chez Lydia. Lydia n'a pas encore parlé à Scott et à Styles de ce qu'il s'était passé. Elle est restée dans son coin, elle est restée silencieuse et n'a rien dit. Cette nuit-là, elle est restée chez elle, et elle a attendu qu'il parte, elle a attendu que Théo parte. Quand elle est revenue en cours le lendemain, Théo était là. Il marchait dans les couloirs, lentement, et regardait tout le monde comme s'il savait déjà que tout le monde le jugeait. Comme s'il savait déjà que tout le monde le jugeait, il regardait tout le monde et marchait dans les couloirs. Mais il marchait beaucoup plus faiblement qu'avant. Il marchait beaucoup plus faiblement. À un moment, il s'est arrêté en plein milieu du couloir. Styles s'est tourné vers Scott et lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?
qu'est-ce que tu crois qu'il peut avoir? Théo s'est tourné une dernière fois vers Lydia. Lydia l'a regardé, mais l'a détourné du regard. Ensuite, il a regardé Scott et puis Styles. Il s'est effondré par terre, d'abord à genoux, disant seulement un seul mot. « Aidez-moi ». Une fois tombé par terre, son sac est tombé sur le côté. Scott est arrivé à côté de lui et lui a demandé. Il lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va ?» Il lui a donc demandé si ça allait. « Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe ?» Il n'a rien répondu, mis à part peut-être un souffle froid qui sortait de sa gorge. Styles est arrivé derrière et a regardé Scott. Il lui a dit « Tu ne sens pas cette odeur ?» Scott lui a dit « Oui, juste quand il est arrivé, je l'ai senti. » Il regarde alors Lydia, et Lydia répond « C'est pas l'odeur du sang ?» Scott, perplexe, n'ose même pas penser que ce soit l'odeur du sang. Il n'ose même pas penser que ce soit l'odeur du sang, et perplexe, il regarde Lydia. Styles regarde Scott, et à ce moment-là, Styles, Scott et Lydia sont tous par terre, à côté de Théo. Théo ne parle plus, il est juste effondré, et ferme les yeux. Lydia soulève son t-shirt et voit que derrière, il y a une marque de griffe énorme qui traverse son dos. Il y a une marque de griffe énorme qui traverse son dos et qui arrive jusqu'à son bassin et qui passe le long de ses côtes, sur le côté. Sur le moment, Allison arrive et demande qu'est-ce qui se passe, car elle a entendu un bruit. Elle a entendu que quelqu'un s'est effondré et est tombé par terre. Scott sort avec elle et se retrouve alors dans une classe à part. À part, il se retrouve dans une classe de l'autre côté et elle sort avec elle dehors et lui explique. Théo avait fait quelque chose à Lydia. Lydia ne nous a rien dit, à part maintenant. Et il est revenu comme si de rien n'était, mais aujourd'hui il est effondré par terre. Et il a une marque de sang et une marque de lacération dans le dos. Allison regarde Scott et lui demande « Est-ce que tu penses vraiment qu'il faut le sauver ?» Naïvement, Scott répond en regardant Allison « Bah oui, il faut le sauver, tu penses quoi ?» À ce moment-là, il se met à côté de lui. Il le prend. Tous les deux le prennent et ils appellent les autres. Derek arrive un peu plus tard, recevant un message de Scott. Scott demanda alors à Derek s'il pouvait arriver. Il était venu. Sa voiture s'est parquée alors dans le garage. Styles avait levé la tête vers le ciel. Il avait levé la tête vers le ciel et voyait que le ciel était bleu, bleu clair, bleu presque blanc, presque illuminé. Il s'est levé et regarde par la fenêtre. Il se retourne vers Scott et dit « Derek est là ». Scott regarde à la fenêtre et aperçoit la voiture de Derek, parquée juste devant. Il sort par la porte de l'autre côté, du côté de la forêt, en face du lycée, et arrive, demande ce qu'il passe. Il demande ce qui se passe bien avant de tourner la tête sur le côté et de voir Théo effondré par terre, avec du sang qui passe en dessous de son t-shirt, qui passe sur le côté de ses côtes et qui arrive sur le sol. Derek penche la tête sur le côté et regarde. Il regarde Scott, lève les yeux au ciel. D'un air désintéressé, il lève les yeux au ciel et lui dit « Je comprends mieux ». À ce moment-là, Scott lui dit « Est-ce que tu pourrais nous aider à le prendre et à le mettre dans ta voiture ?» Derek le prend et à ce moment-là, Peter arrive. Peter arrive et à ce moment-là, Derek le prend avec Peter et le met dans la voiture. Scott part un peu plus loin avec Styles et prennent la voiture de Styles pour aller sur l'autoroute. Pour aller sur les routes principales, ils prennent la voiture de Styles, se retrouvent ensuite chez Derek dans son loft, avec Peter qui prend ensuite Théo avec lui. Théo commence à se réveiller très légèrement dans les bras de Peter. Peter se retrouve alors au milieu de la table et le met juste sur la table. Théo commence à dire des choses comme par exemple « Je n'ai plus le pouvoir, je ne le trouve plus » ou « Je ne sais pas ce qui s'est passé ». On ne comprend pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qu'il dit, et on a envie de savoir. On a envie de savoir, on ne comprend pas ce qu'il dit. Il répète sans cesse « Je n'ai plus le pouvoir, je n'ai pas pu l'arrêter, je n'ai pas pu le contrôler, je n'ai pas su faire ce qu'il fallait. » À ce moment-là, Scott se met un peu plus près de lui et lui demande « Tu n'as pas su faire quoi? Tu n'as plus le pouvoir sur quoi? Qui n'a pas su être contrôlé ?» Théo le regarde
mais ferme les yeux. Une fois endormi, Peter Hale, à côté, Peter regarde Derek et allume un chalumeau. Derek le regarde, et Peter, qui a allumé un chalumeau, passe la flamme juste devant le visage de Théo. Il passe la flamme du chalumeau juste devant le visage de Théo, et il lui dit légèrement, avec une voix sympathique. Avec une voix tendre et sympathique, il dit à Théo, en passant la flamme juste devant son visage, avec une voix sympathique et tendre, il lui dit « Lève-toi, debout, debout la belle au bois dormant !» Il le regarde, et alors Théo se lève et commence à gémir, de petits gémissements très légers. Scott regarde Théo, regarde surtout ses mains. Scott regarde surtout ses mains, surtout sa main droite qui est couverte de sang. Il regarde surtout sa main droite qui est couverte de sang. Et Styles lance alors une affirmation. Styles lance une affirmation et regarde Scott. Et il lui dit « Est-ce que tu penses qu'il n'aurait pas essayé de faire un coup de griffe pour pouvoir se défendre avec cette chose ?» Scott ne sait pas encore ce que c'est, mais il lui répond « Peut-être, peut-être bien. » Mais il dit alors à Styles « Regarde sa main gauche. Elle bouge. » Malia s'avance un peu plus près. Il essaye éperdument de sortir ses griffes, mais n'y arrive pas. Il essaye de sortir ses griffes, mais il n'y arrive pas. On l'entend gémir et hurler très légèrement. On l'entend hurler très légèrement, dire qu'il s'est passé quelque chose, qu'il a perdu le contrôle et qu'il n'arrive plus à la contrôler. Scott n'arrête pas de lui répondre « Contrôler quoi? Contrôler qui? T'as perdu le contrôle de qui ?» Théo essaye éperdument de se lever, mais Derek le retient contre la table. Il essaye alors de sortir ses griffes pour se défendre, car il est encore sous le choc. Scott lui demande « Qui est-ce que tu n'as pas pu te défendre? Qui n'a pas pu te défendre ?» À ce moment-là, il ne sait pas quoi répondre. Qui n'a pas pu se défendre et qui a perdu le contrôle sur qui? Il ne sait pas. Théo dit « J'ai perdu contrôle ». Il a perdu le contrôle. Théo n'arrête pas de répondre et n'arrête pas de répéter « J'ai perdu le contrôle ». Il a perdu le contrôle lui aussi. Je n'arrive plus à le contrôler. Et il n'arrête pas de répondre ça à toutes les questions qu'on lui pose. Quand Scott lui demande qu'est-ce qui s'est passé, sur qui t'as perdu le contrôle, il lui dit « Je n'arrive plus à le contrôler. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas où il est parti. » À ce moment-là, Styles se met un peu plus à côté de Scott et demande à Théo « Qui est parti? Qui est parti ?» Théo répond. Théo commence très légèrement à s'effondrer de fatigue. Il s'effondre de fatigue à cause de la douleur. Et Styles se relève, mais n'obtient pas de réponse. Juste, j'ai perdu le contrôle. Théo essaye éperdument de sortir ses griffes, mais il n'y arrive pas. Lydia marche dans les couloirs. Pour le moment, tout a l'air d'aller bien. Quand elle marche dans les couloirs, tout a l'air d'aller bien pour le moment. Elle se dirige vers Scott et lui demande « J'ai besoin de te parler. » Immédiatement. Elle commence à marcher dans les couloirs, et Scott, qui reste à son casier, lui dit « Pas maintenant, s'il te plaît, j'ai autre chose à faire. » Lydia se retourne, comme si elle n'était pas certaine d'avoir entendu ce que Scott avait dit. Comme si elle n'était pas certaine d'avoir entendu ce que Scott avait dit, elle se retourne, avec ses cahiers et ses cours en main. Elle regarde Scott et elle lui dit « S'il te plaît, il faut que je te parle maintenant, c'est important. » Scott a alors compris qu'elle voulait parler de cette chose, de cette bête, et il lui dit « Non, pas maintenant, pas là tout de suite, pas là dans les couloirs, pas là au lycée, je ne veux pas en parler. » À ce moment-là, Lydia se retourne et se met juste devant lui, et commence à lui dire « Scott, si tu ne me parles pas immédiatement, je dis à Allison que tu veux rompre. » À cet instant-là, Scott regarde à gauche et à droite s'il n'y a pas Allison. Il regarde à gauche et à droite s'il n'y a pas Allison. Et il part avec Lydia. Lydia prend fermement son poignet dans la main. Lydia prend fermement son poignet par sa main et dépose la paume de sa main sur son poignet. Elle serre de plus en plus. Il marche, et alors, plus il marche, plus elle serre de plus en plus. Elle serre la paume de sa main et sa main qui est refermée contre son poignet. À ce moment-là, au milieu du couloir, elle se retourne vers Scott. Ses yeux sont noirs. Ses yeux sont noirs et il le regarde. Ses yeux ont l'air vides, comme si elle n'avait plus de vie. Comme si elle n'avait plus de vie, ses yeux ont l'air vides, et elle regarde Scott. Sa main resserre un peu plus, toujours plus, et encore plus.
Sa main resserre encore plus, toujours plus le poignet de Scott. La paume de sa main est donc dressée sur son poignet. La paume de sa main est dressée et posée contre son poignet. Ses doigts resserrent toujours plus le poignet de Scott. Il a mal et il lui demande d'arrêter. Elle continue à serrer de plus en plus fort et se met devant Scott. Elle le regarde. Elle regarde Scott et Scott la regarde elle. À ce moment-là, il s'arrête juste au milieu du couloir, il s'arrête. Lydia regarde Scott. Lydia regarde Scott et Allison arrive par derrière. Allison arrive par derrière mais ne se doute de rien. Elle ne se doute de rien, elle pense sûrement que Lydia est en train de parler avec Scott. Elle pense très certainement que Lydia lui parle, mais rien d'autre, qu'il ne se passe pas quelque chose entre deux. Elle avance un peu plus sans se douter qu'il se passe quelque chose d'important. Elle va à son casier, prend ses cours, et quand elle arrive juste à côté de Lydia, au niveau de Scott. Quand elle arrive au niveau de Scott, dans les couloirs, juste à côté de Lydia, elle voit que Lydia a les yeux noirs et regarde fermement Scott. Elle remarque qu'il n'y a plus de vie, dans les yeux de Lydia. Elle remarque que c'est comme si elle n'était plus vivante. À ce moment-là, elle se met à côté de Scott et elle lui demande en lui murmurant à l'oreille « Est-ce que tu vois ce que je vois ?» Scott répond « Oui, je vois ce que tu vois », en lui murmurant à l'oreille « Oui, je vois ce que tu vois, je vois là. » Mais à ce moment-là, c'est Styles qui arrive. Styles arrive en courant et demande à Lydia quelque chose. Il la retourne d'un coup sec. D'un revers de la main, il la retourne d'un coup sec. Elle se retourne et lâche l'épaule de Scott, et Styles, qui lui est effrayé, réagit de cette manière. « Ah, putain !» Elle la regarde et elle lui dit « Mais putain, c'était quoi ce bordel ?» À cet instant-là, quand il dit « C'était quoi ce bordel, putain ?» Qu'est-ce qui s'est passé avec les yeux de Lydia? Lydia reprend ses esprits et ses yeux redeviennent normaux. Elle reprend ses esprits, ses yeux redeviennent normaux. Styles, qui est effrayé, essaye de comprendre et dit « Mais putain, c'était quoi ce bordel là? Franchement !» Et il essaye de comprendre. Styles essaye éperdument de comprendre et pose la question à Allison. Il lui fait « Mais putain, enfin, t'as vu ses yeux? T'as vu comment ils étaient ?» Et repose la question alors à Scott une deuxième fois quand Allison n'a pas répondu. Quand Allison n'a pas répondu, ou alors lui répond tout simplement qu'elle ne savait pas, Styles se met devant Scott et lui dit « Mais putain, est-ce que t'as vu ses yeux 2 minutes ?» Scott lui répond « Oui », avec fermeté. Avec fermeté, il lui répond « Oui, j'ai vu ses yeux, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais même pas ce que c'est. » À ce moment-là, Lydia se met devant Styles et devant Scott. Lydia se met devant Styles et devant Scott. Styles regarde alors Lydia et fait « Mais putain !» À ce moment-là, quand Lydia entend qu'il fait « Mais putain, franchement, c'est que ses yeux !» Il se tourne comme l'air dégoûté. Comme l'air dégoûté, il se tourne et fait « Mais putain, c'est quoi ces yeux? Lydia, arrête de me regarder !» À ce moment-là, Lydia reprend ses esprits. Ses yeux redeviennent normaux et elle regarde Scott. Elle regarde Scott, ses yeux redeviennent normaux et elle demande « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Scott qui regarde Styles attentivement. Styles qui regarde Scott attentivement. Sont tous les deux en train de dire « Mais putain, t'as pas vu ce qui s'est passé avec tes yeux ?» Elle se regarde dans le miroir, ouvre son casier, se regarde dans le miroir à l'intérieur de son casier, et dit « Non, je ne sais pas », en refaisant ses cheveux, en refaisant la mèche de ses cheveux. Elle dit « Non, je ne sais pas ». Elle se met du rouge à lèvres, et se met du vernis transparent sur les ongles. Elle se met du vernis transparent sur les ongles en regardant d'un air naïf et d'un air niais. D'un air niais et d'un air naïf, elle les regarde, sans trop d'importance. Comme si le moment n'était pas bien choisi, comme si le moment n'était pas choisi. Elle les regarde d'un air simple, d'un air niais. Et elle les regarde un instant, d'un air simple, d'un air niais. Elle est en train de mettre tout simplement du vernis, mais elle n'a pas d'expression concrète. On ne sait pas si elle est heureuse, on ne sait pas si elle est contente, on ne sait pas si elle est satisfaite, on ne sait pas. On ne sait juste pas, elle les regarde et son regard est vide. Son regard est simple, vide, et ses yeux sont normaux. On ne sait pas si c'est un regard qu'elle a tous les jours. On ne sait pas si c'est le regard qu'elle a tous les jours ou si c'est même ses yeux. Elle est en train de me regarder, elle pose délicatement son vernis transparent sur ses ongles et est en train de se remettre du rouge à lèvres après s'être refait les cheveux. Elle se tourne et elle demande qu'est-ce qu'il y a. Une nouvelle fois, Styles est en train de répondre « Putain, ses yeux! Mais c'est quoi, franchement ?»
Il ne sait pas ce qui se passe. Il répond donc « C'est quoi franchement ces yeux? T'as vu ?» Apeuré, il respire très vite. Apeuré, il respire très vite. Styles tombe par terre et fait donc une crise de panique. Allison s'abaisse et regarde Scott. Il commence à lui dire de répondre. Elle commence à lui dire et à lui répondre et à lui parler très lentement. Allison commence à parler très lentement, à lui répondre et à lui dire « Calme-toi, calme-toi ». Mais plus Styles se ferme les yeux, plus il imagine les yeux noirs de Lydia. Plus Styles se ferme les yeux, plus il imagine les yeux noirs de Lydia, qu'il y avait juste devant lui. À ce moment-là, essoufflé de panique, il commence à respirer tellement fort qu'on a l'impression qu'il ne sait plus respirer. On a l'impression qu'il ne sait plus respirer et il est en crise de panique. Il n'arrive pas à sortir de sa crise de panique. Allison lui demande alors de réfléchir très lentement, de presque ne pas réfléchir et de vider sa tête, de faire attention à ce qui se passe autour de lui et de prêter attention à juste ce qui se passe autour de lui et rien d'autre, de ne pas faire attention à Lydia. Il ne fait donc pas attention à Lydia et ne fait pas attention à ce qui se passe autour de lui. Il prête juste attention à ce qui se passe dans les couloirs et prête attention au regard d'Allison, mais il ne remarque que les yeux noirs de Lydia. Il ne sait pas comment faire autrement. À ce moment-là, Lydia se baisse et ses yeux sont redevenus normaux. Lydia se baisse et ses yeux sont redevenus normaux. Elle se met accroupie par terre, les mains et les paumes des mains contre le sol. Les mains et les paumes des mains contre le sol juste devant ses genoux. Elle se pose sur le sol, embrasse Styles et lui dit « Calme-toi ». Elle se relève et Styles la prend alors par l'épaule et lui dit « Montre-moi tes yeux ». À ce moment-là, quand Styles la regarde, elle lui dit alors « Montre-moi tes yeux, s'il te plaît ». Elle se retourne et avec fermeté, elle lui dit « Voilà ». Elle lui montre ses yeux. Elle parle très lentement. Elle lui dit « Qu'est-ce qu'ils ont mes yeux ?» À ce moment-là, Styles se retourne, la retourne alors avec fermeté. Il la retourne avec fermeté contre le mur. À ce moment-là, Styles la retourne avec fermeté contre le mur. D'un revers de la main, elle est contre le mur et il la maintient, juste contre son casier. Il lui dit « Ouvre les yeux, s'il te plaît ». À ce moment-là, il regarde ses yeux. Ses yeux ne sont plus noirs. Lydia ne sait pas ce qui se passe et demande alors « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Scott la regarde ses yeux, claque des doigts juste devant ses yeux. Allison lui demande « Pourquoi est-ce que t'as fait ça ?» Il répond alors pour voir s'il était normal. Ses yeux sont normaux, Lydia s'en va, et à ce moment-là, Styles ne comprend pas. Il est toujours étonné et toujours pétrifié de peur, toujours terrifié par les yeux noirs qu'elle avait. Elle revient alors plus tard, seulement plus tard. Seulement plus tard, elle revient. Elle se met devant Styles, et Styles est pétrifié de peur. Terrifié, il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas comment parler. Il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi penser. Il ne sait pas qui regarder pour se concentrer. À ce moment-là, il la regarde. Il regarde derrière elle, par-dessus son épaule. Il regarde derrière elle, par-dessus son épaule, et Styles ne se concentre que sur ce qu'il y a derrière. Il ne se concentre que sur ce qu'il y a derrière et se concentre uniquement sur ce qu'il y a derrière et les personnes derrière, les élèves avec leur cartable. Lydia demande alors de la regarder. Lydia demande alors de la regarder et Styles se met devant lui. Styles se met devant lui, se met devant Scott. Scott regarde Lydia qui est en train de claquer des doigts devant Styles qui essaye d'éviter son regard pour ne pas avoir à ses yeux noirs. À ce moment-là, Lydia claque des doigts et fait « Regarde-moi s'il te plaît ». Styles la regarde. Styles se fait alors surprendre par les yeux noirs de Lydia. Lydia a les yeux noirs, les yeux qui sont entièrement noirs. Ses yeux reflètent alors les ténèbres et on peut pratiquement entendre des cris dans ses yeux. On peut pratiquement entendre des cris dans ses yeux, des hurlements de femmes. Lydia claque des doigts et demande à Styles de le regarder. Styles regarde Lydia et observe ses yeux noirs. Elle met alors sa main sur son épaule et lui dit clairement par ces mots. Par ces mots, elle lui dit clairement « Je l'ai vu, je sais qui il est, il va m'attraper, il a besoin de moi. » Scott la prend par les épaules et le retourne. Lydia la regarde et ses yeux sont à nouveau normaux. Elle ne sait pas ce qui se passe. Elle regarde Malia, elle regarde Kira, elle regarde Scott, elle regarde Styles, elle regarde Derek qui arrive dans les couloirs et s'enfuit. Elle s'enfuit en marchant et commence à marcher dans les couloirs. Elle se retourne un instant, cogne Derek avec les épaules. Avec les épaules, elle cogne Derek et elle regarde Scott et Styles. Et elle dit « Je ne sais pas quel problème vous avez aujourd'hui, mais je ne sais pas ce qui se passe.
Elle s'en va d'un air suspicieux et ferme la porte derrière elle. Ce jour-là, dans les couloirs, Lydia marchait. Elle marchait lentement, très lentement. Elle avait le pressentiment que quelque chose se passait. Elle marchait lentement et avançait. Soudain, elle s'arrête, en plein milieu du couloir. Elle s'arrête en plein milieu du couloir et reste de marbre. Elle regarde tout le monde. Elle regarde à gauche et à droite. Elle reste au milieu du couloir et tout le monde la regarde, là, au milieu du couloir, avec ses casiers, fixés, le noir, l'obscurité, les ténèbres. Elle fixe devant elle quelque chose que personne ne voit à part elle. Dans sa vision, elle est dans le couloir, et il n'y a personne. Elle est dans le lycée, la nuit, et devant elle, il y a Derek, il y a Peter, il y a Malia, Scott et Styles, qui sont tous devant. Devant, dans sa vision, Styles, Scott, Peter, Malia et Derek sont tous juste devant elle, droit. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas, ils sont tous devant elle, droit, et ils la regardent. Ils ont la peau faiblement noire. Leur peau est faible et noire. Ils ont une peau très froide. Il fait froid partout et il y a de la fumée. Faiblement noire, peut-être un peu grise. La couleur de leur peau lui évoque la terre, la pierre. La couleur de la peau de Derek, de la peau de Styles, de Scott, de Peter et de Malia, lui évoque la terre, la pierre, lui évoque la pluie, ça lui évoque aussi la forêt. À ce moment-là, ils ouvrent tous les yeux, et pourtant cette couleur tellement bizarre qui lui évoque la terre, la pierre, et qui lui évoque la forêt, disparaît. La couleur de leur peau revient normalement. Lentement, la couleur de leur peau revient normalement. Ils lèvent les yeux, et une fine musique apparaît derrière elle. Une fine musique apparaît derrière elle. Elle lève les yeux, et elle voit que Derek ouvre les yeux. Ses yeux sont blancs. Ses yeux sont blancs et uniquement blancs. Il la regarde, et garde la tête droite, et fixe Lydia. Scott, à son tour, lève la tête. À son tour, il lève la tête et ses yeux sont blancs. Il garde la tête droite. Il garde la tête droite et ses yeux sont blancs. Il la regarde. Styles s'avance d'un pas en avant. Il s'avance d'un pas en avant et la musique s'arrête. Quand il ouvre les yeux et qu'il lève la tête, la musique reprend derrière elle. À cet instant-là, derrière apparaît Allison, qui avance. En main, elle a son arc à flèche, et elle est prête à dégainer son arc, à dégainer une flèche qu'elle a dans le dos. Elle a des flèches qu'elle porte dans le dos dans un sac, et elle est prête à en dégainer une pour la prendre, pour la mettre sur son arc à flèche. On voit qu'elle prend son arc à flèche, qu'elle tient la flèche derrière et la corde. Elle vise et lève la main droite, qu'elle garde. Elle garde la flèche juste au-dessus de son épaule, prête à la dégainer, et garde son arc à flèche en main. Avec une flèche qu'elle a en main, elle tire la corde vers l'arrière, la positionne. Prête à tirer, elle plie un œil sur le côté, ferme un œil sur le côté, regarde Lydia. Quand elle ouvre son œil et qu'elle dégaine sa flèche, la flèche part, traverse Lydia et arrive derrière la porte sur la vitre. La flèche arrive derrière la porte, sur la vitre. À ce moment-là, Lydia se retourne et elle a l'impression qu'ils vont les attaquer. Tous restent là plantés, devant elle, avec les yeux blancs. Il n'y a que Allison qui a avancé d'un pas, d'un deuxième, s'est positionnée, appuyant son pied sur le sol et mettant son pied droit en arrière. Sur la pointe des pieds, elle a dégainé son arc, a pris une flèche et a dégainé son arc à flèche.
Elle a tiré et a voulu viser Lydia. Lydia se recule un peu plus, de quelques pas, de 2 pas, de 3 pas, ensuite de 4. La musique continue encore et devient plus forte. Elle se retourne et regarde à droite. À droite, sur le côté droit, sur le mur droit, il y a un casier ouvert. Mais elle regarde le casier. Elle regarde une suite de numéros. 500, 500, 501, 502, 503, 506, 508. Il manque le 507 et il manque le 507 et il manque le 505. Il manque le 505 et le 507. 2 casiers ont disparu. Pourquoi cela? À ce moment-là, elle avance un peu plus et Allison se recule. Allison passe tout proche d'elle dans le couloir et avance jusqu'à sa place. Elle se positionne et se remet sur le côté, la regarde avec les yeux blancs, dépose son arc à flèche par terre, mais à côté de son arc à flèche par terre, elle prend une hache. Elle la regarde et elle prend une hache par terre qu'elle prend légèrement en main, reflétant ainsi la lame de la hache à l'intérieur des couloirs noirs, reflétant ainsi la lame de la hache à l'intérieur des lumières qui transpercent les vitres. Elle prend ensuite un câble électrique, va chercher dans un casier quelque chose, et elle sort d'un casier qui se trouve en bas. Elle sort une fille qui ressemble à Lydia. Elle ressort alors une femme qui ressemble à Lydia. Lydia s'approche alors d'un seul pas et regarde. Elle s'approche d'un seul pas et elle regarde attentivement cette femme. C'est elle avec des yeux blancs apeurés qui la regardent et qui hurle. Au milieu du couloir de Beacon Hills dans le lycée. Elle se met à hurler tellement que tous les casiers s'ouvrent et se mettent à trembler. Les portes se mettent à s'ouvrir et à se fermer, violemment. Violemment et sévèrement, les portes et les casiers se mettent à s'ouvrir et à se fermer. Une rafale de vent transperce alors le couloir. Et cette rafale de vent qui transperce le couloir ouvre les portes et les referme derrière. Elle s'effondre par terre et Scott et Styles, Lydia, regardent au-dessus d'elle et Malia lui demande ce qui s'est passé. Allison vient à côté d'elle avec Scott et avec Styles et demande tous ce qu'il s'est passé. Elle explique ce qu'elle a vu et elle court vers les casiers 105 et 101. Elle court vers les casiers 105 et aperçoit qu'il en manque un. Il manque le casier 105, 153, 154, 157. Elle court un peu plus loin dans les couloirs et Scott, Styles et Allison essayent éperdument de l'arrêter. Mais elle court trop vite. Elle court tellement vite en posant ses mains sur les murs, en posant ses mains sur les casiers. En posant ses mains sur les murs, elle court éperdument vite. Elle n'arrive pas à s'arrêter, effrayée par sa vision. Elle se pose alors et s'arrête par terre. Elle s'arrête par terre et regarde le casier qu'elle a en face d'elle. Elle regarde le casier qu'elle a en face d'elle et se positionne par terre, les jambes redressées contre elle, comme si elle avait peur, et elle tient ses genoux. Scott vient se mettre à côté d'elle et lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle regarde fixement le casier 500 et le casier 501. Allison vient se mettre à côté d'elle et Styles vient se mettre à côté d'elle et lui demande alors qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu regardes si attentivement. Styles regarde attentivement ce qu'elle est en train de regarder, le casier 501, 502, 503, 504, 506 et 507. Lydia montre les casiers qu'ils sont en train de regarder tous, et elle répond très lentement. Vous voyez pas qu'il manque le 504, le 505 et le 507. Styles regarde et Scott regarde. Allison regarde aussi. Elle s'approche un peu plus des casiers et elle regarde attentivement. Elle compte les casiers. 501, 502, 503, 504, 505, 506 et 507. Ils sont tous là. Scott se lève et demande alors sûrement qu'il y a peut-être un lien avec ça. Il demande peut-être qu'il y a sûrement un lien avec ça. Allison regarde les casiers et se rappelle que le numéro 500 a une importance dans le livre du bestiaire. Elle se rappelle que le numéro 500 jusqu'à 509 a une importance dans le bestiaire. Elle regarde alors les casiers. Allison
Allison prend légèrement le casier 504 en main. Elle se rappelle que le 504, le 505 et le 507 ont une importance particulière dans le livre du bestiaire. Lydia se relève et alors commence à parler. Elle dit « Il y a pourtant des casiers qui ont disparu ». Elle va voir au 150 et il y a le 501. Il y a le 501 qui est là, le 502 qui est là, le 503, le 504, le 505 et le 506, ainsi que le 507. Mais elle va voir au 150, le 154, le 153 et le 157 ont disparu. Elle ne sait pas ce qui se passe et elle commence à courir dans les couloirs, affolée. On essaye de l'arrêter, mais tant bien que mal, elle s'arrête à chaque fois devant un numéro et devant un casier, pensant qu'il a disparu. On regarde, mais à chaque fois qu'on observe, il y a tous les numéros, correspondant à chaque fois à une page du bestiaire. Au lycée, ils élaborent un plan. Ils se mettent alors tous autour d'une table et Allison sort le bestiaire. Elle montre alors la page 500 et elle explique. Quand la nuit tombera, le jour venu où les ténèbres envahiront le sol, celle-ci montera. La bestiole, mi-loup, mi-humain, fera son apparition. Le jour dernier, où la lumière disparaîtra, ce jour où les ténèbres l'envahiront, il fera son apparition. L'homme-loup demandera alors à avoir quelqu'un pour pouvoir le persuader d'être indépendant. À ce moment-là, on a tous compris que Théo était en danger. On a tous compris que Théo était en danger. On a compris que Théo, ce n'était pas l'homme-loup. On a compris que Théo n'était pas seulement son maître, n'était pas son maître. Plus tard, on a compris, lorsque Allison lisait « Le jour où les ténèbres envahiront la nuit, où la nuit envahira le jour où tout sera inversé, le jour où la pluie arrivera à l'intérieur et où à l'extérieur il pleuvra des flammes. Ce jour-là, il trouvera son maître. » On a donc compris que Théo était en danger. Allison a répété un peu plus fort parce que Lydia lui avait demandé. Parce que Lydia lui avait demandé, elle a répété un peu plus fort et elle a repris la page. Elle a repris la page, jetant un petit regard à Scott. Elle a pris la page et elle a dit « Le jour où il pleuvra des flammes, qu'il fera sec à l'extérieur. Le jour où il pleuvra à l'intérieur. Le jour où il fera noir. Le jour où il fera noir, le soleil de minuit fera apparaître la bête. La bête trouvera alors son partenaire. Son partenaire trouvera la bête. » Lydia a regardé attentivement Allison. Elle a regardé dehors, par la fenêtre. Elle s'est avancée à la fenêtre. Il faisait déjà noir depuis longtemps. Il faisait déjà noir depuis longtemps. Elle s'est avancée à la fenêtre. Elle s'est mise alors pieds joints, les jambes tendues, et s'est positionnée devant la fenêtre. Elle a mis sa main contre la fenêtre et la paume de sa main contre la fenêtre. Elle a fermé les yeux et s'est tournée vers les autres. Elle s'est tournée vers les autres, vers Scott, vers Styles et vers Allison. Allison qui feuilletait le livre pour essayer d'aller aux autres pages. Les autres pages demandées par la vision de Lydia. À ce moment-là, Lydia était en train de répéter « Le jour où il fera noir ». À ce moment-là, elle répéta encore une fois « Le jour où il pleuvra à l'intérieur. Il trouvera son maître. » Elle avait tourné la tête vers Allison. Allison l'a regardée et lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» À ce moment-là, elle lui a dit « Mais regardez dehors, le jour où il fera noir. » À ce moment-là, Styles se tourne vers Lydia et lui dit « Mais c'est normal, c'est la nuit. » Allison a regardé Styles et lui a dit « Mais c'est ce que dit le bestiaire. C'est ce que dit le bestiaire, le jour où il fera nuit. Le jour où il fera nuit, il trouvera son maître. » Styles s'est posé par terre
et a regardé Scott. Scott l'a regardé et lui a dit « Quoi ?» Styles a insinué « Je sais pas vous, mais moi je préférerais tuer un petit chihuahua qu'une bête féroce. » À ce moment-là, ils ont tous rigolé. Tous. Des bruits ont commencé à apparaître autour d'eux. Des bruits de frappement. Des portes, des pas, des frappements contre une porte. Comme si quelqu'un frappait du poing contre une porte. Des bruits sont apparus autour d'eux, alors qu'ils étaient à l'intérieur du lycée. Ils regardaient partout autour d'eux, surtout Lydia, qui était à la fenêtre. Dehors, elle regardait. Elle regardait dehors et elle voyait cette femme. Dehors, il y avait cette femme qui frappait du poing contre la vitre, mais il n'y avait que elle qui pouvait la voir. Elle a frappé du poing contre la vitre quelquefois. Ensuite, elle est partie. Elle a frappé quelquefois du poing sur la vitre, puis elle est partie. Quand elle est partie, Lydia ne l'a plus revue. Elle s'est tournée et elle a dit « Quand il fera noir, vous pensez pas que c'est maintenant ?» Allison a regardé une dernière fois Styles. Styles était par terre et a fait « Vous pensez pas qu'on devrait peut-être arrêter ? Je préférerais franchement me battre contre un petit caniche ou contre un petit chihuahua que me battre contre ça. » Scott s'est mis à côté de Styles et l'a regardé. Il a mis ses bras et ses jambes redressées contre ses jambes. Il a mis ses bras contre ses jambes et ses jambes redressées contre lui. Il s'est assis à côté de Styles par terre, à côté de là où il était, juste en dessous de la fenêtre. Juste en dessous de la fenêtre, il s'est mis à côté de Styles et il lui a dit « Je pense qu'on n'a pas le choix. » Styles lui a dit « Oui, mais moi je préfère quand même me battre contre un petit chien, contre un chihuahua, contre une petite bête féroce que contre un truc énorme. » À ce moment-là, il s'est levé et il a dit « Oui, mais on n'a pas le choix. » Styles s'est levé aussi et a regardé Scott et lui a dit « Je déteste quand tu m'emmènes dans tes plans foireux. » Lydia est partie, fermant la porte derrière elle. Allison a réouvert la porte et a demandé où est-ce qu'elle partait. Elle a répondu qu'elle devait faire quelque chose. Et à ce moment-là, quand elle a fermé la porte derrière elle, Allison a dit « Mais quoi? Qu'est-ce que tu devras faire ?» en criant dans le couloir. Elle lui a dit « Mais quoi? Qu'est-ce que tu devras faire? Qu'est-ce que tu vas aller faire ?» Elle n'a rien répondu. Styles s'est levé et a dit « Donc, ça veut dire qu'on va aller dans la forêt, maintenant, à minuit, combattre une bête féroce géante. » Scott s'est retourné vers lui et vers la fenêtre. Il s'est appuyé contre la fenêtre et Styles s'est appuyé contre la fenêtre aussi. Il s'est mis contre lui, épaule contre épaule. Épaule contre épaule, il s'est mis contre lui et il lui a dit « Ça veut dire qu'on va aller maintenant, dans la nuit, sous la pluie, en forêt, combattre une bête féroce géante. » Scott n'a rien dit, il a juste tourné les yeux vers Styles et l'a regardé. Il lui a dit oui. Juste oui, en faisant un signe de la tête. Il a pris son sac et il est parti. Styles a donc une nouvelle fois affirmé qu'il détestait quand il les emmenait dans des plans foireux comme celui-ci. Il a donc affirmé encore une fois et une troisième fois que ce n'était pas une bonne idée. Il a affirmé une troisième fois que ce n'était pas une bonne idée. Et une quatrième fois, il a dit « Je préférerais me battre contre un petit chien contre une bête féroce. » Ils se sont retournés et Lydia a donc dit « Venez, mais enfin, venez !» Elle commençait à perdre patience. Elle a dit « Mais enfin, venez, quoi. Allez, venez !» Une fois dans le couloir, ils sont tous arrivés. Après lui avoir dit « Venez » plusieurs fois, ils sont arrivés dans le couloir. Il y avait une femme qui attendait tout au bout du couloir avec un fil électrique en main. Cette femme qui attendait au bout du couloir avec un fil électrique en main ressemblait juste à Lydia. Elle ressemblait juste à Lydia et elle attendait avec un fil électrique en main, regardant Lydia. Allison s'est approchée un peu plus de Lydia. Lydia commençait à être essoufflée et n'arrivait plus à respirer. Cette femme s'approchait de plus en plus. Allison s'est approchée juste à côté de Lydia et Lydia a vu plus loin, à côté de cette femme avec un fil électrique qui lui ressemblait, qu'une femme comme Allison est arrivée juste à côté d'elle, comme si plus loin, dans le couloir, tout au fond, c'était un miroir et pas une porte. Lydia disparaît, et depuis ce jour, on n'a plus de nouvelles d'elle. Styles commence à fort s'inquiéter.
et demande à tout le monde où est-ce qu'elle est passée. Il commence à fort s'inquiéter et commence à demander à tout le monde où est-ce qu'elle est passée. Un jour, il est avec Scott dehors, contre sa voiture, et il demande « Tu penses pas que ce pourrait être cette chose qui l'a enlevée ?» Scott se tourne vers lui, avec un regard désintéressé. Peu probable que ce soit cette chose qui l'ait enlevée. Elle n'en voulait pas, de toute façon. Styles le regarde attentivement. Attentivement, Styles regarde Scott et lui dit « Oui, mais tu penses pas qu'un gros chien noir comme celui-là aurait pu enlever Lydia très facilement ?» Scott se retourne vers lui, avec un air étonné et désintéressé. Avec un air étonné et désintéressé, il se tourne vers lui et il lui dit « Un gros chien noir !» Styles regarde alors Scott et dit « Oui, un gros chien noir. Je suis désolé, mais ça ressemble à un gros chien noir. » À ce moment-là, il se lève et rentre dans sa voiture. Styles se lève et rentre dans sa voiture et demande alors à Scott s'il peut lui aussi rentrer dans la voiture. Énervé, il lui dit « Mais putain, allez, rentre, rentre !» Scott comprend alors qu'il est énervé, qu'il a peur pour Lydia. Il rentre alors dans la voiture et Scott se met à côté de lui. Il voit qu'il serre les dents et qu'il regarde au travers de son pare-brise comme s'il était prêt à démarrer tout de suite et à partir la chercher. Ils ne savent pas où il est, seulement plus tard, ils ne savent pas où il est, où elle est, ce qu'elle fait. Personne ne sait. Personne ne sait ce qu'elle fait, où elle est, aucun signe de vie. Ils pensent même que la chose l'a emmenée. Ils pensent que cette chose, ce gros chien noir, comme disait Styles, ils pensent qu'ils l'ont emmenée. Mais non, elle ne l'a pas emmenée. Elle aurait laissé un signe de vie. Allison est presque sûre qu'elle aurait laissé un signe de vie, qu'elle aurait dit quelque chose avant de partir, ou alors qu'elle aurait laissé quelque chose, un objet, ne serait-ce qu'un miroir, ou ne serait-ce que peut-être un tube de rouge à lèvres. Elle pense qu'elle aurait laissé ça, peut-être un tube de rouge à lèvres, ou alors qu'elle aurait marqué quelque chose avec son rouge à lèvres, qu'elle aurait marqué quelque chose sur le miroir des toilettes des filles. Pensant qu'elle aurait fait ça, qu'elle aurait marqué quelque chose avec son rouge à lèvres, pour prévenir qu'elle a été enlevée, qu'elle aurait pris le temps de faire ça, qu'elle aurait pris le temps de dire qu'elle allait être enlevée cette nuit. Elle aurait peut-être pris le temps d'aller aux toilettes des filles et d'écrire quelque chose avec son rouge à lèvres, comme par exemple « Venez me chercher à un tel endroit ». À ce moment-là, Allison explique qu'elle aurait dû faire ça peut-être, qu'elle aurait pu faire ça, qu'elle avait peut-être le temps. Styles la regarde et lui dit « Mais elle n'avait pas le temps, elle était en train de se faire enlever par un gros chien noir ». Allison se recule d'un pas. Et sourit d'un léger sourire en coin. Regarde Styles et dit « Un gros chien noir ». Scott lève les yeux au ciel. Il lève les yeux un instant et regarde Allison. Quand il regarde Allison, il se tourne vers Styles et il dit « Oui, je lui avais dit que c'était stupide de dire un gros chien noir ». À ce moment-là, t'as Styles qui soupire. Regarde Allison et fait « Gros chien noir, petit chien noir, grand chien noir, ou bête féroce et maléfique, c'est la même chose ». Allison se tourne vers lui et prend le livre. Elle avait une bonne nouvelle. Elle savait enfin comment cette chose s'appelait. Elle dépose le livre, le bestiaire, par terre, et elle ouvre à une page, la page 505. Elle regarde et elle dit « Cette chose s'appelle l'homme-loup ». Styles se lève et regarde alors Scott. Et il fait « Mais toi, t'es pas déjà un homme-loup ?» Allison le regarde et lui dit « Mais non, c'est différent cette fois-ci. L'homme-loup est une créature mi-homme, mi-loup qui ne se transforme plus. À partir du moment où elle a été faite par son créateur, elle ne se transforme plus. Elle ne fait plus rien. Elle reste un homme et un loup. Elle ne peut pas faire comme toi. » Scott regarde Allison et dit « Comme moi ?» Allison dit « Te transformer. Te retransformer. » Elle ne peut pas faire ça. Styles regarde Scott et fait « Ça va être simple. Ça va être simple de le combattre. T'es un loup-garou. Lui, c'est un loup, c'est un homme. »
À ce moment-là, Allison ouvre son livre, le dépose par terre. Elle laisse tomber son livre par terre, le dépose par terre et dit ça ne va pas être si simple. L'homme-loup est un homme qui a été métamorphosé avec un loup. Styles demande alors plus d'informations, plus d'explications. Allison explique qu'un homme-loup, c'est un homme qui a été mis en place par son créateur et qui a été créé à partir d'un homme et à partir d'un loup. Il ne peut plus se transformer une fois qu'il a été créé, mais il a été mis en place à partir de son créateur. Et son créateur l'a créé pour qu'il reste un homme et un loup en même temps, une bête féroce, vengeresse et assoiffée de sang. Styles, encore une fois, insinue « Super, on n'a pas affaire à un petit chien noir ». Scott se lève et demande à Styles de démarrer la voiture. Il démarre la voiture et ceux-ci vont alors jusqu'à un hôtel. Ceux-ci vont alors jusqu'à un hôtel et s'arrêtent un instant. Tout autour d'eux, il y a des chiens. Styles insinue alors « Je t'avais dit qu'il y avait un chien. Je t'avais dit qu'il y avait un chien. » Partout autour d'eux, ils entendent un chien. Styles qui s'assied et qui fait « Super, on va avoir affaire à une bête vengeresse et féroce et un chien. » Styles s'assied et pose son sac. Quand Styles s'assied et pose son sac, il regarde Scott et lui dit qu'il a un plan très important. En mettant ses mains l'une en face de l'autre, en mettant ses mains l'une en face de l'autre, parallèlement. Parallèlement, posées sur la table, il met ses mains l'une en face de l'autre. Il rentre un peu les doigts à l'intérieur et relève ses pouces. Il relève ses pouces et les garde vers le haut. Ses mains sont droites, parallèles l'une à l'autre, un peu relâchées vers l'intérieur. Il regarde et il lui explique. Enfin, il croise les bras. Il sort un crayon qu'il pose sur le côté. De son sac, il sort un crayon à papier, un crayon gris et un stift noir. Scott le regarde sortir un crayon gris, un crayon à papier, un crayon noir, un fusain et un stift noir. À ce moment-là, Lydia vient s'asseoir. Lydia vient s'asseoir et elle regarde le ciel. Elle n'arrête pas de répéter. Encore et encore, elle n'arrête pas de répéter. Quand le ciel sera noir et que la pluie tombera à l'intérieur. Quand le ciel sera noir et que la pluie tombera à l'intérieur. Quand le ciel sera noir et que la pluie tombera à l'intérieur. Elle n'arrête pas de répéter ça encore. Quand le ciel sera noir et que la pluie tombera à l'intérieur. Allison vient s'asseoir avec le livre, avec le bestiaire. Elle s'assied donc avec le bestiaire et Styles commence à exploser son plan. Styles expose alors son plan. Il explose en panique, regardant Lydia. Styles explose en panique et lui dit enfin, on va pas aller chasser quelque chose comme ça. Styles regarde alors Lydia et commence à lui dire très légèrement. Paniqué lui aussi, il explose alors en panique et se met alors à côté d'elle. Paniqué lui aussi, il lui dit, tu sais, calme-toi, calme-toi, on va aller chasser cette bête et elle regrettera. À ce moment-là, Lydia commence à arrêter. Petit à petit, sa voix diminue. Petit à petit, sa voix diminue, elle commence à arrêter de parler. Styles commence à lui dire « Respire, respire profondément. Arrête de penser à ça, arrête. » Il reste à côté. Et Lydia se réveille alors. Elle se réveille alors de son état comateux. Elle se réveille de son état comateux et elle se pose sur la table. Styles reste à côté d'elle et lui dit très doucement en posant sa main sur son dos. En posant sa main sur son dos, juste en dessous de sa nuque et en gardant sa main encore en gardant sa main sur sa nuque et sur son épaule, il pose sa main sur son dos, frappe très légèrement 2 fois. Il frappe très légèrement amicalement 2 fois sur son dos et lui dit ça va aller, calme-toi, respire. Lydia respire attentivement et écoute le plan qu'est en train d'exposer Styles. Styles expose son plan et il dit alors on va peindre ma voiture. On va peindre la voiture en noir, mais on va mélanger la voiture. La voiture, on va la peindre en noir, mais on va mélanger la peinture en noir avec du sang. On va mélanger la peinture noire avec du sang. L'odeur du sang couvrira celle de la peinture et on attirera la bête là-bas. On fera ensuite un rond, un cercle. On fera un cercle, un rond, avec de l'aconite Tulu. Un autre cercle et un autre rond par-dessus l'aconite Tulu
avec de la poudre de sorbier. Ensuite, je demanderai à Derek de mettre le feu à la poudre sorbier et à la poudre. À la poudre de sorbier, je demanderai à Derek de passer dessus avec de l'essence. Et toi, Peter, regardant Peter, il lui dit alors en regardant Peter, et toi, tu mettras le feu, une fois que Derek sera passé avec de l'essence sur la poudre de sorbier et sur la conite Tulu. Après, une fois qu'elle sera arrivée au milieu, on pourra enfin mettre le feu. Peter allumera le feu, la poudre de sorbier brûlera, avec la conite Tulu, et la bête sera emprisonnée dans des flammes dont elle ne pourra plus sortir. Tout le monde regarde Styles comme s'il avait dit quelque chose de différent. Comme s'il avait dit quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas en rapport avec ce plan. Comme si ce qu'il avait dit, il ne l'avait jamais dit auparavant. Comme si ce qu'il avait dit, il ne l'avait jamais dit auparavant. Tout le monde le regarde. Scott, Malia, Lydia. Lydia, Malia, Scott. Tout le monde le regarde. Derek et Peter le regardent avec un regard étonné, comme si ce qu'il avait dit, il ne l'avait jamais dit auparavant. Après avoir exposé son plan, Derek regarde Styles et lui dit « Ça peut fonctionner ». Une fois à l'hôtel, ça fonctionne. Ils mettent alors un cercle. Ils font alors un grand cercle et d'abord font une supposition. D'abord, ils font une supposition sur la taille de la bestiole. Sur la taille de la bête, sur la taille de la bestiole, ils font d'abord une supposition. Styles est alors en train de dire « Mais elle fait 4 mètres !» Il s'exclame et il dit alors « Mais elle fait 4 mètres au plus ou moins elle fait 4 mètres, ou alors elle fait 5 ou 6 mètres, peut-être voire même 7. » Malia regarde Styles et lui dit « Je crois que Styles a raison quand même. » À ce moment-là, quand elle dit « Je crois que Styles a raison quand même », ils estiment alors une longueur de 7 mètres. Ils font alors un cercle de 7 sur 7. Ils font alors un cercle de 7 sur 7 et ils font un rond de 7 sur 7. Au milieu, contre le cercle de 7 sur 7, de 7 mètres sur 7 mètres, ils font un rond à l'intérieur de 6 mètres sur 6 mètres avec de la poudre de sorbier. Le premier avait été fait avec de la conite. Ensuite, Allison, cachée sur le toit, qui est montée en première sur l'autel. Allison, cachée sur le toit, qui est montée en première sur l'autel, sur le toit de l'autel, dégaine son arc, prend une flèche et la met dans son arc. Elle la positionne, ferme un œil et garde un autre. Elle garde un autre œil ouvert et ferme un œil. Elle cligne des yeux une fois, regarde sa cible, dégaine une flèche et la passe sous son arc. Elle passe la flèche sous son arc et la tient de ses 2 doigts avec son pouce. Elle tient fermement la corde, prête à tirer. Elle envoie un message à Scott qu'elle est prête à tirer. Ils attirent alors la bête avec le sang, et Styles va donc garer sa voiture couverte de peinture noire. Styles va donc garer sa voiture qui est couverte de peinture noire, mais aussi couverte de sang, le sang qui a été mélangé à la peinture. La bête est donc attirée par l'odeur du sang, et elle se met alors à rugir et à essayer de bousculer la voiture. Elle se met à rugir et à bousculer la voiture, à essayer de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur avec ses griffes. Elle se coince alors avec ses mains. Avec ses mains, avec ses griffes. Avec ses griffes, ses mains et ses bras. Ses jambes à l'arrière, elle se coince dans la voiture, essayant de récupérer l'humain qu'il y a à l'intérieur, mais ce n'est qu'un mannequin en plastique. Ce n'est qu'un mannequin en plastique qu'il y a à l'intérieur. Il essaye alors de récupérer ce mannequin en plastique, pensant que c'est peut-être un humain. Pensant que c'est peut-être Styles, Scott, ou pensant que c'est peut-être Allison ou alors Lydia, il essaye de récupérer cet humain, et il essaye de récupérer cet humain en plastique à l'intérieur. Il essaye de récupérer le mannequin tant bien que mal, mais il y coince sa patte, il y coince sa jambe arrière, il y coince ses pattes arrière et il y coince ses griffes à l'intérieur de la voiture de Styles. Styles regarde de l'intérieur de la chambre, il regarde sa voiture se faire démonter. Il regarde sa voiture se faire démonter et démanteler. Il se tourne vers Scott et dit « On aurait pu quand même éviter le fait que ma voiture se fasse démanteler et démonter par une bête féroce. J'aurais préféré que ce soit un chien qui fasse une griffe dessus. » À ce moment-là, quand il dit « J'aurais préféré que ce soit un petit chien qui fasse une griffe dessus, j'aurais préféré que ce soit un petit chien noir, un petit caniche, un cabot, ou je sais pas, quelque chose qui fasse une petite griffe sur ma voiture qu'une énorme bête féroce et vorace qui veut dévorer nos âmes, qui fasse une griffe dessus. » Scott le regarde et lui dit « C'est qu'une voiture. » Calmement, comme s'il positivait.
calmement comme s'il positivait, et il lui dit c'est qu'une voiture. Styles s'exclame. Styles s'exclame et alors fait un esclan. Il fait un esclan et il dit c'est pas qu'une voiture, c'est la voiture, c'est ma voiture à moi. C'est la voiture de mon père, c'est la voiture de ma mère, c'est ma voiture à moi. À ce moment-là, il fait un esclan et s'exclame. Et il dit c'est pas qu'une voiture, c'est ma voiture. À ce moment-là, la voiture n'existe presque plus. Il n'y a plus que la carrosserie par terre et les 4 pneus sont crevés. Les 4 pneus sont crevés, il n'y a plus que la carrosserie par terre. Styles regarde sa voiture et sort. Il regarde Scott et il fait c'est toujours une voiture ça? Scott regarde et il fait c'était ton plan. Styles regarde sa voiture et se tourne vers sa voiture. Il pose la main sur la carrosserie et il dit c'était mon plan, c'est vrai, mais pourquoi tu m'as écouté? Derek s'approche de Styles et répond parce que ça a fonctionné. À ce moment-là, le feu commence à prendre autour de la bête, le feu commence à prendre. Il commence à immoler la bête. La bête est donc immolée par le feu, immolée et intoxiquée par l'aconite du loup. La bête est d'abord intoxiquée par l'aconite du loup. Ensuite, après être intoxiquée, elle est ensuite brûlée, brûlée par les flammes, et prisonnière. Elle est ensuite prisonnière, prisonnière des flammes. Quand elle est prisonnière des flammes, elle est en train de se consumer, de brûler, et elle est intoxiquée par l'aconite du loup. Il regarde alors la bête qui est en train de brûler. À la fin, il ne reste plus que des os. Styles reçoit alors un message. Il regarde, et tout de suite, il se précipite sur son GSM. Il allume son GSM. En se précipitant sur son GSM, il dit c'est Malia, je pense. Malia lui fait un petit signe de la main et lui dit non, je suis juste là. Malia était au bar. Malia qui était au bar, qui était partie aller chercher des glaçons dans les bacs à glaçons. Dans les bacs à glaçons, elle était partie aller chercher des glaçons. Elle se lève et elle se met alors contre les parois. Contre les parois de l'étage du motel. Contre les parois de l'escalier de l'étage du motel. Elle regarde Styles, elle lui fait un geste de la main. Elle lui dit non, c'est pas moi. Styles lève un peu plus les yeux sur l'écran de son GSM et regarde. Il est écrit Derek, 2 heures du matin. Rejoins-moi dans ma chambre. Il est donc écrit Derek sur son GSM. Sur l'écran tactile de son GSM, il est écrit Derek, message maintenant 2 heures du matin. Rejoins-moi dans ma chambre. Styles le rejoint dans sa chambre et Derek lui dit que son plan a fonctionné. Ainsi, ils se mettent l'un contre l'autre et Styles garde sa tête sur les pectoraux de Derek. Ils passent la nuit ensemble. Ils passent la nuit ensemble et il garde sa tête contre les pectoraux de Derek, le regarde avec un regard amoureux. Derek l'embrasse et Styles reste là, ne parle pas. Il reste silencieux, contre Derek. Contre Derek, il reste silencieux. Il ne parle pas. Derek est en train de l'embrasser et passe très légèrement sa main le long de son dos. Allison rentre chez elle ce soir-là. Ce soir-là, Allison rentre chez elle. Énervée, elle a étudié toute la nuit. Elle a étudié toute la nuit, elle a passé en revue chaque page, chaque mot, chaque phrase, chaque poème, chaque lettre, tout. Chaque lettre qui a été laissée dans ce livre. Chaque lettre qui a été laissée dans ce livre par les personnes qui l'ont lu. Elle les a passées en revue. Elle les a lues. Elle les a observées attentivement. Elle a étudié le sens. Elle a étudié le sens de ces lettres qui ont été écrites par les personnes qui avaient ce livre. Elle l'a gardé en main très longtemps. Elle l'a gardé toute la nuit en main et elle l'a étudié. Elle rentre chez elle et elle bouscule contre la porte. Elle se bouscule contre la porte, elle rentre chez elle, dépose le livre alors sur son lit. Elle bouscule une porte qui était fermée en entendant des voix à l'intérieur. Elle entend des voix à l'intérieur et elle se bouscule alors contre la porte. Elle met son épaule contre la porte tout d'abord. Elle reste appuyée contre en appuyant fermement son épaule contre la porte. En appuyant fermement son épaule contre la porte, elle reste tout d'abord contre, se recule et dégaine une flèche. Elle dégaine une flèche. Elle se recule d'un pas, de 2 pas. Ensuite, après, elle se recule de 3 pas, de 4. Une fois reculée de 5 pas, elle ouvre la porte avec son pied. Elle tend sa jambe, ouvre la porte avec son pied, frappe contre la porte. La porte s'ouvre, elle défonce la porte et regarde alors Gérard.
Elle regarde Gérard dans les yeux. Attentivement, elle hurle. Elle hurle attentivement en prêtant attention à chaque mot qu'elle dit. T'as envoyé Théo à l'hôpital. T'as failli blesser et t'as failli tuer Scott et Styles. T'as failli tuer Lydia. T'as failli tuer Lydia, t'as failli tuer Scott, t'as failli tuer Styles et t'as envoyé Théo à l'hôpital. Elle dégaine une flèche et lance une flèche tout droit sur Gérard. Sans pitié, elle lance une flèche tout droit sur Gérard en le regardant. La flèche atterrit alors juste entre son cœur et entre ses poumons. La flèche atterrit entre son cœur et entre ses poumons. Elle s'approche de lui, se met juste en face de lui. Les pieds joints par terre. Elle se met alors par terre et ancre ses pieds au sol. Par terre, elle ancre ses pieds au sol et elle le regarde. Elle se met par terre à genoux et garde ses pieds vers l'arrière sur le sol. Elle pose ses mains par terre, récupère sa flèche. Elle regarde Gérard et elle lui dit « T'as failli tuer Scott, t'as failli tuer Styles, Lydia, et t'as emmené Théo à l'hôpital. » Elle dit une dernière chose. « J'espère que tu es fier de toi. » Elle récupère sa flèche et l'enlève aussitôt d'un coup sec, sans même prêter attention à la douleur de Gérard. Elle referme la porte et elle la regarde une dernière fois. Gérard la regarde une dernière fois partir quand elle ferme la porte, et elle, quand elle ferme la porte, regarde une dernière fois son grand-père se vider de son sang.